Ici la voix de Benjamin Vincent, vendredi 11 avril 2025. Bonjour et bienvenue dans ce 34e épisode des Voix de la Tech, l'actu tech décrypté par les voix qui la font. Les Voix de la Tech chaque vendredi, c'est un podcast proposé en deux versions. La première, 30 minutes, disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast et en vidéo sur YouTube. La seconde, c'est la version audio intégrale avec les interviews en totalité, uniquement sur Apple Podcast. Si vous avez envie de m'aider à faire connaître le podcast, parlez-en autour de vous et republiez les posts du compte Les Voix de la Tech sur les réseaux, à savoir Blue Sky, LinkedIn, Instagram, X et Facebook. Deux voix de la tech à écouter cette semaine. Tout à l'heure, rencontre avec Guido Scorza, l'un des 4 sages élus par le Parlement à la tête de la CNIL italienne, autrement dit l'autorité chargée de la protection des données personnelles en Italie, la GPDP, très offensive vis-à-vis d'OpenAI, visée par une amende de 15 millions d'euros, et du chinois DeepSeek qui fait l'objet d'un blocage en Italie. Les applis ont d'ailleurs disparu des magasins d'Apple et de Google, mais DeepSeek reste accessible avec un navigateur web et Guido Scorza reconnaîtra tout à l'heure qu'il est bien difficile de faire respecter une sanction à une entreprise chinoise qui prétend ne pas opérer en Italie. C'était une situation vraiment curieuse, je peux dire, parce qu'il y avait quelqu'un qui nous disait qu'il ne voulait pas être en Italie, mais qui à la fin était en Italie. Ils sont toujours ici en Italie. Mais tout de suite, direction Lyon et plus précisément l'Institut Lumière où le 21e prix Jacques Deray du meilleur film policier ou d'atmosphère a d'ailleurs été décerné cette année à Daniel Auteuil, réalisateur et acteur dans Le Fil. Thierry Frémaux n'est pas seulement le directeur de cet Institut Lumière, il est aussi le délégué général du Festival de Cannes. C'est lui, ce jeudi 10 avril, qui a dévoilé les films en compétition pour la Palme d'Or 2025. 19 films en compétition parmi les 2909 visionnés par Thierry Frémaux et son équipe. Mais à partir du 13 mai prochain, le Festival de Cannes, et pour la 2e année consécutive, proposera aussi une compétition immersive. Ils étaient 8 films en lice l'an dernier, alors en attendant de connaître la sélection immersive du Festival de Cannes 2025, son délégué général a accepté de parler d'un sujet dont il avoue ne pas être un expert, la tech. Thierry Frémaux qui côtoie néanmoins les patrons des GAFAM, Tim Cook, le CEO d'Apple qui était à Cannes il y a 2 ans pour la présentation de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, et Thierry Frémaux va nous en parler, il a apprécié sa présence. Il était là pour le cinéma. Et j'ai aimé qu'il soit là. J'ai aimé qu'il soit à Cannes pour le cinéma. J'aime que les grands groupes, Apple, Amazon en particulier, qui font tout dans la vie, tout leur est offert. Leur rêve ultime, c'est le cinéma. Thierry Frémaux, amoureux des mots, des livres au coin corné, de la pellicule et du Tour de France, a très tôt fait l'expérience de l'immersif. Alors, est-ce que c'est aussi du cinéma? Et quelle est sa position au sujet de l'intelligence artificielle dans les films? Y a-t-il une ligne rouge à ne pas franchir? Où se situe-t-elle? Sa réponse dans un instant. Bonjour Thierry Frémaux. Bonjour. Merci d'être l'une de mes voix de la tech cette semaine. On va parler un peu technologie aujourd'hui ensemble, Thierry. Est-ce que vous pourriez me raconter votre première approche des images immersives? Je crois que c'était bien avant le Covid. Oui, c'est ça, c'était en 2017. Nous, au Festival de Cannes, on s'est intéressé à ces questions-là, à la fois comme une expérimentation, et qui a porté ses valeurs sur le plan technique, mais dont on attendait qu'elle porte ses valeurs sur le plan artistique. Et c'est arrivé avec l'installation de Alejandro González Iñárritu, le cinéaste mexicain, qui a créé un énorme événement, à la fois à Cannes, un peu partout ça a été présenté, jusqu'aux Oscars, où on leur a remis un Oscar d'honneur spécifique, spécialement créé, pour dire à quel point il y avait quelque chose là qui se jouait d'un avenir qui sera sans doute aussi
celui des images, même si on reste attentif et attaché à la 2D, c'est-à-dire aux formes traditionnelles du cinéma. Mais c'était très beau qu'un cinéaste classique décide de faire un petit pas de côté et d'aller visiter ces nouvelles technologies. Qu'est-ce que ça vous a appris justement sur cette nouvelle manière de faire du cinéma et peut-être sur ce qu'on peut exprimer différemment? Alors d'abord, son installation, que moi j'ai visitée quand elle était encore à l'état d'expérimentation dans un hangar à Los Angeles, où tout était en place. J'ignorais tout encore de tout ça, et tout à coup je me suis retrouvé avec un casque pour les yeux, un casque pour le son, pour les oreilles, et puis on m'a dit laisse-toi faire. Pieds nus, parce qu'il fallait qu'on soit pieds nus, puisque c'est l'histoire d'un moment que va vivre le spectateur à l'intérieur d'un territoire désertique mexicain à la frontière avec les États-Unis, où on va suivre par des ombres qui arrivent, puis des corps qu'on devine, puis des gens qu'on voit, qui sont des migrants mexicains qui tentent de passer la frontière et qui soudainement, au moment où ils vont la passer, la police américaine va arriver. Et au début, on est là, on est avec eux, on est très très surpris, on a un peu tendance à vouloir tenter de les toucher, puis après on se rend bien compte qu'à la fois ils ne nous voient pas, mais en même temps on est avec eux, ils sortent des bosquets, on est dans la nuit, et dans cette nuit-là, on se sent à la fois comme un intrus, comme un espion, comme dans une espèce de rêve éveillé. Et puis, on finit par se passionner parce que c'est fait par un artiste, c'est fait par Iñárritu, donc c'est fait par un metteur en scène. Et il y en a de partout, et il y a que des choses qui sont, si j'ose dire, séduisantes sur le plan artistique. Donc on voit ces femmes, ces enfants, ces hommes qui sont là, qui tentent de les protéger. D'un seul coup, arrivent des hélicos, arrivent des voitures, des sirènes, des phares, la nuit s'éclaire, et la police va faire un contrôle d'identité pour finir par embarquer ces gens qui sont des sans-papiers. Et là, tout à coup, on se passionne au premier degré pour ce qu'on voit. On n'est plus dans la technologie, on n'est plus dans je suis en train de vivre un truc dingue, immersif, enfin on disait pas comme ça à l'époque. On est dans cette histoire. Et puis soudainement, les flics embarquent les migrants. L'hélicoptère s'en va, les voitures font demi-tour dans le sable, et soi-même, on se retrouve seul, et on s'en est pas rendu compte. La nuit s'achève, l'aube arrive, des oiseaux s'envolent, on est dans le désert, et tout à coup, les premiers rayons de soleil arrivent. Il s'est passé 6 minutes, on est épuisé comme si on avait passé une nuit dans le désert. C'est ce que je voulais vous demander, ça a décuplé vos sensations en tant que spectateur? Est-ce que ça a augmenté à la fois le sentiment d'inquiétude, de peur, d'émotion? Je me suis jamais senti comme étant au cinéma. Je me suis senti comme faisant une autre expérience, un autre type d'expérience. Le cinéma, on est assis dans son fauteuil et on se laisse faire par une histoire, même si tout à coup, on s'oublie soi-même, on est à fond dans cette histoire. Là, on s'oublie soi-même, on est à fond même physiquement. Donc, pourquoi est-ce que on est pieds nus? Parce que on est dans le sable du désert et qu'il faut qu'on le ressente. Et même, vous avez vraiment du sable sous vos pieds ou pas? Il y a du vent, il y a du, par terre c'était du sable. Et puis il y a du vent, du froid. Donc on ressent vraiment ça. C'est pas du tout du cinéma, c'est autre chose. Mais le fait que ça soit fait par un grand cinéaste, c'était peut-être la première œuvre d'auteur, une VR d'auteur, comme on dit, le cinéma d'auteur. Et cette VR a été suivie de beaucoup d'autres qu'on peut expérimenter. Alors évidemment, par ailleurs, l'expérimentation, par exemple pour l'œuvre de Alejandro González Iñárritu, et il a fait ça avec son chef opérateur Emmanuel Lubezki, El Chivo. On ne peut être que seul, on peut pas être plusieurs, on peut pas
cogner des gens, puisqu'on on voit pas, on est dans le désert. Donc on pourrait pas être plusieurs à la voir en même temps. C'est un peu les limites évidemment de l'exercice, c'est que on met 5000 personnes au même moment dans la même salle pour voir un film de cinéma, et pour voir une œuvre immersive, on ne peut être que très peu nombreux. Maintenant on arrive, je crois, à être un peu plus de 5, 10, 20, mais ça reste complètement différent du cinéma. Est-ce que c'est le seul réalisateur de ce niveau qui a tenté ce genre d'expérience à ce jour? Alors de ce niveau, oui, parce qu'il sortait de 2 Oscars consécutifs. C'est l'un des plus grands metteurs en scène de sa génération, et on peut presque déjà dire de l'histoire du cinéma. Mais je pense que le fait qu'il ait été cinéaste lui a permis de penser à la nature artistique de la chose, de l'installation. Et moins, il a mis de côté tout de suite, parce que c'était aussi extrêmement performant, la question de la technique. Mais c'était de sa part aussi une œuvre en soi, mais une expérimentation. C'est-à-dire que Louis Lumière, qui avait, dans les années 30, et il n'en est pas l'inventeur, mais qui a travaillé à la 3D, il y a une photo de l'Académie des sciences à Paris où tous les scientifiques présents ont des lunettes. Et Lumière a même refait des sorties, des arrivées du train en 3D. Mais jamais on a entendu dire de quelqu'un qui voit arriver un train en 3D être aussi impressionné que ce qu'on a su de l'impression qu'ont eu les gens voyant l'arrivée du train au Regard de la Ciotat en 1897. Et Lumière disait, ça sera vraiment abouti quand on enlèvera les lunettes. Et en particulier ces lunettes qui vous isolent de votre voisin. Et l'échec dans les années 50, ou plutôt la fin de la 3D dans les années 50, comme la fin de la 3D dans les années 2000-2010, ça a été pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que on ne peut pas dire à son voisin, bon ben salut, on se revoit dans 2 heures, parce qu'on va passer 2 heures seul avec le casque, le masque, les lunettes, qui fait que on est dans tout le contraire du cinéma. C'est-à-dire que le cinéma, c'est un acte partagé. Là, on se réisole à l'intérieur d'une salle, et ce type de réserve, comme pour le cinéma immersif avec l'équipement, les lunettes, fait que on n'y est pas encore tout à fait. Est-ce que vous vous intéressez à la technologie, Thierry Frémaux, la technologie un peu pure, un peu au jour le jour? Moi, je m'intéresse pas beaucoup à la technologie. Je ne sais pas comment marche une machine à laver, et je n'ai jamais eu de fascination, alors que je suis un grand lecteur de livres de littérature science-fiction, pour la folie technologiste, sur l'idée que vous allez voir ce que vous allez voir, parce que on va voir ce qu'on va voir. On n'arrête pas de parler de l'intelligence artificielle, mais on vit déjà dedans depuis tout le temps. On a même légèrement des réserves. Quand ma voiture me dit au bout d'1 heure qu'il faut que je m'arrête pour me reposer, je vais rien demander. Et actuellement, toutes ces grandes allégories autour de l'intelligence artificielle, etc., ne sont recevables que sur la question du pouvoir, de qui peut détenir le pouvoir, et qu'est-ce qu'on fait de ça. Les réseaux sociaux est une invention géniale. Ce que les hommes, et en particulier les grandes compagnies en ont fait, est détestable. Donc, exit les réseaux sociaux. Ça commence déjà à être bientôt fini. Donc, à un moment, si je reviens au cinéma, qui est notre discipline, ce dont les gens avaient le désir il y a 130 ans, en 1895, c'est ce dont on a toujours le désir. Et entre-temps, on a vu des technologies venues prétendument concurrencer le cinéma, voire le tuer, annoncer sa disparition, être elle-même dépassée par d'autres types de technologies. Donc on remplacera pas la contemplation d'un tableau, et on aura beau faire toutes les expositions immersives de Van Gogh, ça vaudra pas une visite à Amsterdam. Donc voilà, donc je m'intéresse raisonnablement à la tech, spécialement évidemment dans notre travail, mais je fais très attention à cette notion de... Moi, j'aime bien cette notion de film bio. C'est-à-dire, quand Wim Wenders est venu voir les films Lumière ici à Lyon, il a dit, on peut leur faire confiance. C'est-à-dire qu'un film Lumière, c'est un plan de 50 secondes. Ce qui est devant la caméra, c'est ce qui fut, ce qui était, et ce qui est pour toujours. Et aujourd'hui, quand on voit une image,
on n'est pas sûr de pouvoir lui faire confiance. Et donc, l'enjeu est celui-là. C'est-à-dire que bien sûr que lorsque il s'agit de magie, d'illusion, de poésie, de magique, qu'il peut y avoir dans les films de James Cameron, on est partant parce que le deal est clair entre lui et nous. Je vais vous emmener dans une histoire. Mais la technologie mise au service de nos vies quotidiennes et la littérature et le cinéma l'ont raconté, dans la perspective de contrôler nos existences, ça c'est des choses sur lesquelles on doit tous être un peu plus méfiants. L'IA générative d'images et notamment de vidéos fait des progrès hallucinants. Là, ces dernières semaines, même on pourrait parler en semaines. Est-ce que vous voyez ça comme un outil au service de la créativité des cinéastes, ou est-ce que vous pensez qu'il faut en limiter l'usage, notamment dans ce qu'on appelle le cinéma, ou pas? Moi, je pense que tant que c'est au service et à la main et au pouvoir des artistes, des raconteurs d'histoire, je parle pour le cinéma, il n'y a aucun danger à voir dans l'intelligence artificielle, dès lors que ce sont les artistes qui vont la contrôler. Donc de ce point de vue-là, il y a pas de peur à avoir. Après, on a beau dire ce qu'on veut, la recherche du temps perdu, aucun chat GPT ne peut l'inventer. De la première phrase, longtemps je me suis couché de bonne heure, mais qui va arriver vers quelqu'un en disant tu sais quoi, je commence par longtemps je me suis couché de bonne heure. Les gens vont dire ouais, ok, ta phrase sympa. Non, la phrase est devenue légendaire parce que le livre est devenu légendaire. ChatGPT va pas inventer l'idée que parce que quelqu'un croque dans une madeleine, les souvenirs lui reviennent, etc., etc. Donc de toute façon, c'est bel et bien l'être humain qui va contrôler tout ça. Peut-être que un jour un ordinateur écrira mieux qu'Arthur Rimbaud, mais il ne sera pas Arthur Rimbaud. Donc ça, il faut quand même raison garder. Un film avec un acteur qui aurait accepté d'être cloné, que ce soit sa voix ou son image, est-ce que ça vous semble être au-delà de la ligne rouge? Moi, je pense que rien n'est au-delà de la ligne rouge dès lors que le spectateur est informé. C'est-à-dire que moi, j'aime bien me faire avoir. J'aime bien que tout à coup, ah bon, mais c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, on fait des choses en matière d'effets visuels. Mais d'ailleurs, aux Oscars ou au César, quand ils récompensent les gens des effets spéciaux, ils aiment bien toujours montrer avant, après. Les Champs-Élysées en 2025, et tout à coup, on leur refait les Champs-Élysées en 1895. Ben, moi, je préfère les Champs-Élysées de Louis Lumière parce que c'est les vrais. Mais je me fais avoir et je suis content. Mais il faut pas qu'on me le dise. Et il faut que ça soit évidemment au service d'un film, sinon on n'en sort plus. Donc, je crois pas qu'il faille trop faire ça. Et beaucoup de cinéastes obsédés un peu par une sorte de modernité s'y sont cassés les dents. D'abord, comme disait Coco Chanel, vous êtes à la mode, eh ben vous n'y êtes plus. Donc, dès lors qu'on est au top d'une technologie, le temps que le film sorte, le temps que le film vive, il y sera déjà plus. Alors que la nature profonde du cinéma, c'est-à-dire la reproduction de la vie au plus près de ce qu'elle est jusqu'au grain de pellicule, on sait en tout cas qu'au bout de 130 ans de cinéma, on ne s'en est pas lassé. Quand vous rencontrez Tim Cook, vous voyez d'abord le producteur de films ou le patron d'une marque qui fait des téléphones portables? Alors, la seule fois où j'ai rencontré Tim Cook, c'est parce que il avait produit le film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, The Killers of the Flower Moon, et donc il était là pour le cinéma. Et j'ai aimé qu'il soit là, j'ai aimé qu'il soit à Cannes pour le cinéma. J'aime que les grands groupes, Apple, Amazon en particulier, qui font tout dans la vie, tout leur est offert. Leur rêve ultime, c'est le cinéma.
Et il y a plein de gens comme ça, les écrivains, c'est le cinéma, des chanteurs, c'est le cinéma. Donc on se dit que quand même, le cinéma possède quand même toujours cette attractivité absolument formidable, qui tient d'ailleurs à son potentiel de créativité. Après, quand je vois Tim Cook, je vois le petit frère du fondateur d'Apple, de Steve Jobs. Moi, je fais partie des gens, je ne sors que très peu, le moins possible, mon portable, mon iPhone, que j'adore, mais je le sors très peu en public, parce que c'est plus possible de voir des gens constamment avec ça à la main. Il faut quand même donner à son prochain le sentiment qu'on est tout à lui, et on n'a pas un autre nous-mêmes qu'on a greffé au bout de notre main. C'est assez compliqué. On est dans l'addiction absolue de ça, parfois pour le meilleur, mais beaucoup pour le pire aussi. Merci beaucoup Thierry Frémaux de nous avoir accordé quelques minutes ici à Lyon, et donc rendez-vous à partir du 13 mai à Cannes. Hasard du calendrier, le WIFE, le World AI Film Festival, présenté à tort comme le premier festival de films créé à 100% par de l'IA, décerne son premier palmarès ce vendredi à Nice avec Claude Lelouch en président d'honneur, et je suis sûr que le remake de L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, le chef-d'œuvre des Frères Lumière en 1895, intéressera Thierry Frémaux. Oui, c'est vrai, ça fait du bien de parler et de penser cinéma et technologie, alors qu'on attend toujours de découvrir l'onde de choc de l'augmentation sans fin des droits de douane pour les produits fabriqués en Chine qui entrent aux États-Unis, une surenchère folle qui a fait passer ces taxes en 8 jours de 20 à 145%. Quand il n'est pas à Cannes, Tim Cook essaye d'anticiper et de limiter la casse. Fin mars, il a donc fait sortir de Chine et d'Inde notamment tous les stocks possibles d'iPhone avant l'annonce de ces nouveaux droits de douane. Au moins 5 avions gros porteurs pleins à craquer ont donc rejoint les États-Unis avec à l'intérieur sans doute à peine quelques jours ou quelques semaines de stocks supplémentaires. En tout cas, les réactions de l'industrie sont très diverses. 48 heures après son officialisation, Nintendo a suspendu les précommandes de sa Switch 2 aux États-Unis et au Canada. À 469 €, on considérait déjà la nouvelle console de jeu portable comme excessivement chère. Alors, le japonais avait-il anticipé les hausses de droits de douane, ou bien ceux-ci remettent-ils complètement en cause son modèle? En tout cas, Nintendo affirme que la date de lancement, le 5 juin prochain, ne change pas. Et puis la semaine dernière avait lieu le NAB Show à Las Vegas, le grand rendez-vous annuel du salon des moyens de production TV, vidéo et audio. L'Australien Blackmagic Design venait de présenter ses nouveautés quand les annonces de Donald Trump sont tombées. Un exemple de leurs conséquences immédiates, aux États-Unis, la toute nouvelle caméra cinéma numérique haut de gamme, la Pixis 12K, venait d'être annoncée à 4 995 $. Le prix a immédiatement été modifié pour passer à 6 595 $, soit 32% d'augmentation. Et tous les autres produits Blackmagic ont suivi le même chemin, jusqu'à ce tout dernier ajustement après l'annonce d'une pause de 90 jours par Donald Trump. Le prix est revenu à 5 495 $. Il change donc quasiment aussi souvent que les cours de la bourse. Allez, essayons de retrouver nos repères au milieu de ces turbulences. Je vous propose de prendre la direction de Rome et plus précisément de l'équivalent italien de la CNIL. Elle s'appelle la GPDP, l'autorité italienne de protection des données personnelles, sur le qui-vive avec l'explosion des IA conversationnelles et particulièrement offensive vis-à-vis des deux IA stars, ChatGPT d'OpenAI et DeepSeek, avec décision de blocage et amende à la clé. Alors l'Italie nous montre-t-elle le chemin? L'exemple italien va-t-il servir de référence à toute l'Europe? Guido Scorza est l'un des 4 membres de la GPDP. Il est ma deuxième voix de la tech cette semaine et on va tout de suite le retrouver dans son bureau à Rome. Bonjour, ciao Guido Scorza. Bonjour, ciao a toi Benjamin. Benvenuti alle voci della tecnologia. Tu parles italien mieux que quand je parle français, mais c'est bien comme ça, pour moi Bon, au moins. merci pour le compliment. Bon, j'ai déjà atteint les limites de mon italien, hein.
en français et merci d'accepter de faire cette interview en français, Guido Scorza. Merci d'être l'une de mes voix de la tech cette semaine. Merci à vous pour l'invitation et excusez-moi pour mon français, mais je vais essayer de le faire. Et quand je ne vais pas trouver les mots, je vous demandais de m'aider. Bien sûr, avec plaisir. Alors, je vous présente en quelques mots. Vous êtes membre de l'équivalent italien de la CNIL depuis presque 5 ans, l'équivalent en Italie de notre Commission nationale de l'informatique et des libertés créée en 1978 en Italie, c'est la GPDP, créée en 1997. Oui. Vous êtes l'un des 4 membres qui sont élus par le Parlement pour un mandat de 7 ans, c'est bien ça? C'est ça. Voilà. Votre mission, si je peux l'expliquer en un mot, c'est protéger les droits et les libertés fondamentales dès lors que les données personnelles sont en jeu, à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est presque la même de la CNIL chez vous. La CNIL peut-être a quelques pouvoirs et missions en plus, peut-être aussi dans le futur, aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pas nous pour l'instant, mais dans tous les cas, nous sommes l'autorité de protection des données personnelles italienne, exactement comme la CNIL, c'est l'autorité de protection des données personnelles en France. Alors, vous avez directement évoqué l'intelligence artificielle. C'est la principale raison de cette interview. Est-ce qu'on peut dire que vous avez vu arriver le phénomène DeepSeek avant la plupart d'entre nous? Parce que le 28 janvier, donc très tôt au début de l'année, vous avez alerté sur ce que vous avez appelé un possible risque pour les données de millions de personnes en Italie. Pourquoi est-ce que DeepSeek vous a tout de suite inquiété, Guido Scorza? On est intervenu à l'encontre de DeepSeek exactement comme nous étions intervenus à l'encontre de OpenAI pour les mêmes raisons. Bien sûr, ici, il y a en plus la raison qui pour permettre à DeepSeek de marcher, de fonctionner. Il faut que les utilisateurs de l'Italie vont communiquer des données personnelles près d'une société chinoise. Donc, c'est une situation un petit plus grave. Mais dans tous les cas, on a toujours la même approche à ce genre de dossiers-là, c'est-à-dire on a peur, je peux dire honnêtement, on a peur que si on n'est pas capable d'agir en vitesse, d'agir en urgence, la technologie, elle va devenir une forme de réglementation à la fin, c'est-à-dire que la société, elle va marcher comme l'industrie de l'intelligence artificielle va décider qu'elle doit marcher et pas comme le Parlement ou le gouvernement vont décider que la société va marcher. Donc, à la fin, on a peur que la technocratie elle va prendre les places de la démocratie. Ça, c'est la raison pour laquelle chaque fois qu'on paie, chaque fois qu'on va voir un nouveau phénomène comme dans les cas de DeepSeek, on va essayer de rappeler à la société pas que l'intelligence artificielle c'est mal, mais tout simplement que si on veut fournir un service basé sur l'intelligence artificielle en Europe, il faut que l'industrie elle va respecter notre règle et on n'est pas disponible à accepter ce qui très souvent les sociétés ils vont dire, c'est-à-dire qu'ils les respectent des règles européennes sur la protection des données personnelles est tout simplement impossible dans le domaine de l'intelligence artificielle parce que si on va accepter cette proposition-là, à la fin, on doit reconnaître que la technologie, c'est plus important que la réglementation, et donc la technocratie, c'est mieux que la démocratie, mais ça, c'est quelque chose qui je ne crois pas. Alors, effectivement, comme vous l'avez fait en mars 2023 pour
ChatGPT d'OpenAI. Le 30 janvier de cette année, là, il y a 2 mois, vous ordonnez le blocage de DeepSeek en Italie en imposant la limitation du traitement des données des utilisateurs italiens en urgence et avec effet immédiat. Votre objectif, c'est à ce moment-là de limiter le pillage des données ou alors que DeepSeek ne soit plus utilisable en Italie? Je peux dire que l'objectif de notre décision a été tout simplement d'ordonner à DeepSeek de ne pas plus utiliser des données personnelles des utilisateurs en Italie. C'est que DeepSeek a nous répondu, c'est qu'il ne veut pas opérer extractif ici en Italie. Et donc, elle a choisi de canceller son application de l'Apple Store et du Play Store, c'est-à-dire des marchands online d'Apple et de Google. Mais toujours aujourd'hui, c'est possible d'utiliser de l'Italie DeepSeek par Internet. Donc ça, c'est bien sûr un problème qu'il va essayer de résoudre dans les prochaines semaines. Juste avant que vous preniez votre décision fin janvier, je crois savoir que vous aviez reçu une lettre des 2 entreprises qui opèrent DeepSeek. Elle vous avait répondu qu'elle n'opérait pas en Italie et donc qu'elle ne relevait pas de la législation européenne. Comment vous avez réagi quand vous avez reçu ce courrier? C'était une situation vraiment curieuse, je peux dire, parce qu'il y avait quelqu'un qui nous disait qu'il ne voulait pas être en Italie, mais qui à la fin était en Italie. Ils sont toujours ici en Italie. Et après ça, aussi parce que je pense que les personnes de DeepSeek il savait que la réglementation européenne sur les données personnelles, elle va s'appliquer aussi si on va fournir en Italie ou en Europe, généralement, un service par un pays de l'étranger. Donc, de notre côté, elle était un réponse inacceptable parce que c'est bien sûr quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Donc, si j'ai bien compris, DeepSeek, de leur propre initiative, enlève leur application de l'App Store et du Play Store de Google, c'est ça? Oui, pas exactement de son propre initiative parce qu'elle a fait après notre décision, donc Oui. laissez-moi dire en exécution de notre décision. Mais en effet, notre décision était dans le sens de dire vous devez bloquer tous les process des données personnelles en Italie, donc vous devez bloquer aussi la possibilité pour les utilisateurs italiens d'utiliser DeepSeek par Internet, par le web. Mais en effet, aujourd'hui, c'est toujours possible dès l'Italie d'utiliser DeepSeek par le web. Donc, ça signifie que jusqu'à ce moment-là, DeepSeek n'a pas complètement respecté notre décision. Et donc, maintenant, il faut qu'on va voir comment on peut exécuter notre décision, c'est-à-dire comme on peut obliger dans les facts et pas seulement en droit, concrètement, et pas seulement en droit, DeepSeek de bloquer son activité ici en Italie. Est-ce que vous y croyez parce que vos interlocuteurs, ce sont 2 entreprises chinoises qui s'appellent DeepSeek, l'une à Pékin, l'autre à Hangzhou. Est-ce que vous croyez vraiment que vous avez un moyen de pression? Je ne sais pas, pour être toujours honnête avec vous, si on va gagner ou non, ou si on va perdre. Il sera la première fois qu'on va essayer de le faire. Il faut voir si on peut demander à les opérateurs italiens de la communication de bloquer les trafics vers les websites de DeepSeek. On va essayer de le faire et peut-être on va réussir à faire. C'est-à-dire tout simplement, on va communiquer tous les opérateurs italiens de la communication que nous avons ordonné à DeepSeek
de s'arrêter en Italie, et donc que l'activité de Dipsic en Italie aujourd'hui, de notre point de vue, c'est illicite. Et après ça, il faut voir si les opérateurs de télécommunications ici en Italie, ils vont choisir de bloquer ou non. Nous n'avons pas les pouvoirs de tout directement ordonner à les opérateurs de télécommunications d'arrêter le trafic vers Dipsic de l'Italie, mais on peut tout simplement dire, ça c'est la situation aujourd'hui. L'activité de Dipsic en Italie, c'est illicite, donc à vous, comme en qualité des intermédiaires, en qualité des opérateurs de la télécommunication, de choisir qu'est-ce que vous devez faire. Est-ce que vous êtes la seule autorité de protection des données en Europe à avoir pris une telle mesure vis-à-vis de DeepSeek? Et aussi, on va en parler d'OpenAI pour ChatGPT. Je pense qu'à la fin, dans ces dossiers-là, c'est un jeu d'équipe. C'est-à-dire, on a essayé de bloquer avec une décision d'urgence DeepSeek. Je pense que maintenant, les autres autorités avec lesquelles, bien sûr, on discute dans les comités européens des autorités des données personnelles, ils vont faire des autres tentatives, mais on est tous ensemble dans la même position. Si on va gagner avec notre décision d'urgence, peut-être que des autres autorités vont faire la même chose. Ça, c'est le même qui est passé dans les dossiers de ChatGPT. On a commencé, on peut dire, mais après ça, on a tout de suite formé une task force dans les comités européens des autorités pour les données, pour la protection des données personnelles. On a commencé à discuter tous ensemble. Et donc, ça c'est la voie que aussi la réglementation européenne elle va indiquer. Et chaque autorité, elle va rester libre, mais tous ensemble, il faut essayer de collaborer pour défendre au mieux qui est possible les données personnelles des personnes qui vivent ici en Europe. Alors justement, évidemment, ça rappelle ce que vous avez vécu avec ChatGPT et OpenAI. Ça a duré presque 2 ans, entre mars 2023 et décembre 2024. Et puis, vous avez infligé une amende de 15 millions d'euros à OpenAI. Pourquoi vous avez pris cette décision au final? Parce qu'on a vérifié pendant l'investigation qu'OpenAI, au moins au début de son activité en Italie, bien sûr, elle n'a pas respecté plusieurs des obligations de la réglementation européenne, c'est-à-dire du GDPR, en particulier en matière de transparence. Et donc, c'est pour ça qu'on a adopté cette décision qui n'est pas la fin du match, parce qu'on a tout simplement décidé sur une partie du dossier et on a laissé à notre confrère de l'autorité irlandaise. Et donc, on a commencé. Je crois que jusqu'à ce moment-là, on a tout simplement rappelé l'importance de la réglementation sur la protection des données personnelles aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle générative. Je ne pense pas qu'on a résoudre quelques problèmes finalement. On a tout simplement commencé et c'est quelque chose qui, de ce moment-là à les prochaines années, il faut qu'on va faire de plus en plus en discutant avec notre confrère européen, bien sûr, à commencer de votre CNIL. Ici, il y a un match qui, de mon côté, on peut gagner si on va jouer tous ensemble, mais c'est sûr qu'on ne peut pas gagner si on va les jouer tout simplement d'un petit pays comme l'Italie qui peut tout simplement rappeler qu'il y a un problème, mais on n'a pas la force de les résoudre. Donc, il faut jouer tous ensemble.
Merci infiniment Guido Scorza, membre de la GPDP en Italie. Merci d'avoir été l'une de mes voix de la tech cette semaine et à bientôt. Merci à vous pour l'invitation. Un grand merci à mes deux grandes voix de la tech cette semaine, Guido Scorza et Thierry Frémaux. Si vous en voulez encore, la version intégrale des voix de la tech vous attend sur Apple Podcast avec les interviews en totalité. Merci à chacun de vous pour votre fidélité aux Voix de la Tech. Je vous donne déjà rendez-vous vendredi prochain. Nous serons le 18 avril. D'ici là, aidez-moi à faire connaître les Voix de la Tech. Vous le savez, liker, c'est bien, mais partager ou republier sur les réseaux, ça change tout. Et donc, à vous de jouer sur Blue Sky, X, Instagram, Facebook et LinkedIn. Merci d'avance pour votre soutien et à vendredi prochain.